Merci beaucoup d'être là. Bah, merci pour ton invitation. Sans problème. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, William, je suis marié, 2 enfants, 2 petites filles, et je travaille dans une société que j'ai cofondée il y a 3 ans qui s'appelle Expatimo, qui est une société de services pour les expatriés qui veulent investir dans l'immobilier locatif en France. Comme son nom l'indique. Exactement. Je savais pas que tu l'avais cofondé. Je l'ai cofondé, je suis maintenant séparé de mon ancien associé, mais je l'ai cofondé avec Alexandre il y a 3 ans, qui était un ami du lycée à la base. Ah ouais? Et il était avec toi, parce que ce que tu n'as pas mentionné, c'est que tu étais à Singapour. J'étais à Singapour, lui était à Mulhouse, et moi je trouvais les clients à Singapour, et lui trouvait les biens à Mulhouse, donc c'était très complémentaire. Okay. Et J'allais dire, ça aurait été marrant qu'un ami du lycée soit avec toi à Singapour. Enfin, non. Possible, mais c'était un peu... Surtout, on était en 2020, donc en plein Covid, on ne pouvait pas voyager. Donc en fait, on a même cofondé la boîte sans se voir. Okay. La première fois que je l'ai revu, ça devait être 1 an et demi. Peut-être pas 18 mois, mais au moins 14-15 mois après avoir fondé la boîte ensemble, on s'est vu pour la première fois. Et la première fois que tu l'as vu, après, tu t'es séparés? 3-4 mois plus tard. Mais c'était pas lié à ça. J'imagine. Et comment ça t'est venu? Parce que c'était pendant le Covid, c'était un projet de longue date. Parce qu'avant, tu étais salarié, non? T'étais pas... Avant, j'étais salarié. J'ai poursuivi la création d'une filiale d'une petite boîte française à Singapour. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Nos clients étaient les centres commerciaux et on fournissait des solutions de cartographie d'intérieur. Tu sais, c'est les grandes dalles tactiles que tu peux voir dans les centres commerciaux. Ça a l'air d'être un boulot passionnant. Franchement, c'était très... Ouais, surtout, on a eu des très beaux clients comme l'aéroport de Singapour. Et d'ailleurs, ça fait partie des clients... J'ai beaucoup appris de ce client. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Et j'étais salarié pendant 5 ans. Dans la même société? Dans la même société qui était rachetée par un investisseur local à Singapour, pour lequel j'ai travaillé 2 ans. C'était un investisseur, on va dire, familial, avec un gap de culture assez fort. Et l'entreprise m'est venue après Expatimo. Si le Covid est arrivé, tous les centres commerciaux ont fermé. Donc, c'était pas vraiment... d'actualité J'imagine. Et comment tu t'es retrouvé à Singapour? C'était dès la sortie d'études, du coup, ou... Non, j'ai bossé 3 ans à Paris, dans une foncière immobilière qui s'appelle Unibail, donc qui est propriétaire des 4 temps, de Forum des Halles, La Part-Dieu, etc. Et en fait, au bout de 3 ans, on a démissionné avec ma femme pour s'installer à Singapour, sans travail. Et c'était possible maintenant? C'était l'un des rares pays où c'était possible. C'est toujours possible de le faire. Par exemple, le Canada t'interdit d'avoir un visa de touriste que tu transformes en visa de travail. Il y a beaucoup de pays qui t'interdisent de le faire, mais Dubaï et Singapour font partie des pays qui l'autorisent. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas considéré Dubaï. Donc on est parti s'installer à Singapour. Il y avait 3 critères clés, si je me souviens bien. Le premier, c'était un vol direct depuis la France, pour exclure notamment l'Australie. Pays anglophone avec une bonne qualité de vie. Donc en gros, il restait Hong Kong et Singapour. Il n'y en a pas énormément. Ouais, voilà, quand tu coches tout ça. Il y a Dubaï en vrai, mais... Maintenant, tu as Dubaï, mais c'était moins... C'était en quelle année, ça? C'était en 2014. Donc on est parti... C'était déjà bien avancé à Dubaï, mais c'était pareil. C'était moins connu que maintenant, je pense. Donc voilà, on est parti s'installer là-bas. Et il se trouve que j'ai trouvé un VIE la veille du départ. Donc ça nous a rassurés sur qu'est-ce qu'on allait faire là-bas, quoi. Et VIE, c'était... Tu peux expliquer ce que c'est? VIE... Ce que je comprends, c'est une sorte de stage très, 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 très amélioré pendant 1 an. Pendant même 2 ans. En fait, c'est VIE, je ne sais même plus ce que ça veut dire, volontaire. En gros, tu as un statut de volontaire. En fait, tu as un CDD. Tu es envoyé, souvent, c'est les grandes entreprises françaises. Donc, tu es sous contrat français. Tu dois avoir moins de 30 ans. Et donc moi, typiquement, c'était chez Sanofi. Et en fait, ça permet à l'entreprise d'avoir souvent, en effet, des talents assez qualifiés, de les envoyer à l'étranger. Et au talent lui-même, d'avoir une expérience internationale assez jeune. Je comprends. Et il y avait déjà un bureau Sanofi à Singapour? Et donc tu as rejoint plusieurs plateaux. Ok, tu n'étais pas tout seul, quoi. Non. J'ai quitté une corporate pour rejoindre une corporate encore plus grosse. Parce qu'ici, il y a des VIE à Dubaï, aux Émirats, mais aussi à Dubaï. Et il y en a beaucoup qui vont ouvrir des filiales de leur entreprise française aux Émirats. Je ne connais pas qui ont rejoint des plus grosses entreprises, c'est pour ça que je ne savais pas que c'était possible. Si, c'est possible dans les grandes entreprises. Après, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de PME qui font ça.
Fiscalement, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Je pense qu'ils ont des aides ou un truc comme ça. Oui, et puis au-delà de ça, il y a très peu de charges patronales, etc. Ça donne une certaine de sécurité aussi pour le VIE. Okay. Après, avec du recul, tu vois, envoyer une personne assez jeune pour ouvrir un business stratégique, c'est un peu qui tout double. De manière transparente, c'est que je vois de loin, il reste 1 an. C'est très compliqué. Les quelques cas que j'ai en tête, ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc, ouais. Et ça se passait bien là-bas? T'as tout de suite aimé? T'étais déjà allé ou t'étais pas? On était allé en Asie, en Turquie. Ok. C'est l'Asie techniquement, mais voilà, pour te dire, on était jamais allé en Turquie et c'est tout? Et c'est tout. Hein. En fait, l'Asie techniquement. Ouais, c'est pour ça que je dis vraiment techniquement. En fait, on est parti. Alors pour de vrai, on est vraiment parti 3 semaines en Turquie en itinérant en été 2013 avec ma femme. Et c'est ce voyage qui a fait le déclic. On est rentré à Paris en août 2013 et en octobre 2013, on avait pris la décision de démissionner et on est parti en mars 2014 sur Singapour. Ok. Donc la décision se fait un peu sur un coup de tête. Je me rappelle très bien où et c'est juste l'envie d'aventure en fait. Ok. Et ça s'est passé exactement comme tu voulais? Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Parce que en fait, on connaît pas trop Singapour en France. Hein. Enfin moi, avant que je vienne à Dubaï, je connaissais pas du tout Singapour. Ouais. Singapour, c'est l'Asie pour les débutants. Un peu comme Dubaï, c'est le Middle East pour les débutants. Donc, ça s'est passé comme on veut, oui. Ça s'est très bien passé. On y est resté 8 années. Nos 2 filles sont nées là-bas. Et si on a quitté Singapour, c'est par contrainte du Covid à l'époque. Mais sinon, moi, personnellement, je me projetais encore 10 ou 20 ans. Ah ouais? Donc, et tu regrettes pas d'avoir bougé? Enfin, non, maintenant, on s'est rapproché de la France. On est très bien ici. Mais je sais pas, c'est juste l'environnement est bon là-bas. C'est bien organisé. C'est facile de monter des business. Et en fait, à l'étranger, ça, je retrouve totalement ça à Dubaï. C'est le fait de pouvoir toujours choisir ou pas d'être en dehors de ta zone de confort. Et naturellement, tu y es poussé parce que les gens changent. Donc, tu es toujours obligé de rencontrer de nouvelles personnes. Et moi, c'est ça qui m'attire à l'étranger. Ok, trop bien. Et c'est maintenant ce qui fait ton business aussi, de rencontrer des personnes, parce que tous les expats ici, enfin, pas tous, mais une partie peuvent être tes clients. Oui, bien sûr. C'est certain. Et tu peux décrire un peu tes clients, ce qu'ils font en général? Enfin, c'est intéressant. C'est souvent, alors c'est pas les mêmes profils que les miens, c'est souvent des salariés d'entreprises françaises pour la plupart, mais pas que, qui souhaitent, qui ont entre 30 et 50 ans en général. Il y en a pas qui ont 23 ans. Moins de 30 ans de temps en temps. Mais en gros, qui veulent créer un capital en France pour leur retraite ou en tout cas avoir des revenus passifs plus tard. Et ils payent cash, ils arrivent à lever de la dette, ça se passe comment? Ils lèvent de la dette. Okay. Ils lèvent de la dette en général. Certains payent cash, mais ça doit représenter... alors maintenant, c'est de plus en plus avec les taux qui ont augmenté, mais ça doit représenter moins de 10% de paiement cash. Donc c'est vraiment, ils lèvent tous de la dette en général. Ok. Et tu peux expliquer l'intérêt pour eux de le faire? C'est la stabilité, sécurité en fait. Parce qu'on est ici, on dit toujours qu'on peut se faire virer du jour au lendemain. Du coup, ils veulent avoir des revenus plus sécures en France pour après ou... Oui, potentiellement. Alors, il ne faut pas qu'ils comptent dessus tout de suite en général sur ces revenus, sauf s'ils achètent cash. Leur intérêt, c'est simplement de capitaliser parce qu'ils auront rarement une retraite en France, ou en tout cas pas à la hauteur de leur paye actuelle, voilà, ou même de leur paye en France quand ils rentreront. Donc en fait, c'est pour leur permettre de se créer des revenus complémentaires en France et lever de la dette, parce que l'immobilier reste l'un des rares moyens de lever de la dette pour un particulier. Donc c'est voilà, le double intérêt. Et honnêtement, c'est les 2 intérêts principaux. Okay. C'est pour ça qu'ils le font. Et concrètement, ils achètent quoi avec toi? Ça peut être un appart, c'est un immeuble? Ouais, c'est des projets entre 120 130 000 euros tout compris, jusqu'à 800 000, 1 million. Okay. Après, le gros du marché, c'est entre 200 000 et 400 000 euros tout compris. Ils achètent soit un appartement à Paris pour ce prix-là, soit un immeuble à Mulhouse. Et donc, tu leur conseilles d'aller sur l'immeuble à Mulhouse ou pas forcément? Non, nous on conseille rien. On est agent immobilier, on ne fait pas de conseils en investissement. Et c'est eux qui doivent venir te dire ok, je veux ça, et après tu les aides à le faire? Non, alors si pour les guider, on leur raconte plus des histoires. Pourquoi un tel il a pris un immeuble, pourquoi lui il a pris un appartement à Marseille, pourquoi lui il a pris un appartement à Paris, etc. En fait, chaque histoire sont différentes. Pour moi, chaque client ensuite doit créer sa propre histoire, parce que
Je vais pas lui dire absolument d'acheter. Alors oui, s'il veut faire du rendement, dans notre portefeuille, le mieux, ça sera Mulhouse, un immeuble de rapport. Après, s'il est plus à l'aise avec quelque chose un peu plus patrimonial, ou s'il se projette pour ses enfants d'avoir un pied-à-terre à Paris, voilà, c'est chacun doit créer son histoire. Ok, je comprends. Donc tu les conseilles pas, mais c'est plus parce que tu veux pas, ou légalement, ça serait les deux. Okay. Je pars du principe que, oui, déjà légalement, nous, on est agent immobilier, rien de plus. Okay. Et après, enfin, j'ai pas la prétention de pouvoir. Enfin, chacun vraiment, que ce soit en investissement et dans plein de sujets, doit créer sa propre histoire. Okay. Moi, j'ai la mienne dans l'Invest, ce qui a permis de créer cette société. Mais voilà. Ça, c'est que tu étais investisseur immobilier avant de créer cette entreprise-là. Exactement. Parce que j'en ai vu ici. J'espère qu'ils ne regarderont pas, mais qu'ils vendent des appartes, ils essayent de vendre des appartes toute la journée. Quand tu leur demandes s'ils en ont, non, pas encore. Alors qu'ils ont 35 ou 40 ans. Ah oui. Ouais. Oui. Non, pour le coup, nous, on a pu acheter avant et la boîte est née de ça, en fait. C'est-à-dire que Alexandre, mon ancien associé, m'a trouvé les premiers immeubles à Mulhouse. Ok. Et lui, c'était son métier avant Pas du tout, non. Lui, son métier, c'est dans le... Alors, Alex, il a toujours été ultra débrouillard, il a déjà fait de l'immobilier en perso. Et lui, son métier principal, c'est d'acheter des voitures de collection, de les retaper, et soit de les louer ou les revendre. Ok. Donc, tu vois, très bricoleur. Ouais, mais au final, dans le process, c'est à peu près comme le tien. Enfin, ouais, exactement. Donc, sourcer des voitures ou sourcer un appartement ou un immeuble, c'est pareil. Retaper une voiture ou retaper un appartement, les logiques sont à peu près les mêmes. Donc, voilà. Et donc, non, l'histoire, c'est qu'on devait acheter à la base un immeuble ensemble. Ça, c'est pas fait pour des raisons bancaires, etc. Okay. Et donc, et après, enfin, donc j'ai acheté un premier immeuble avec lui et je lui ai dit qu'il y avait un business à faire. Et ensuite, les premiers clients étaient mes copains à Singapour qui étaient eux aussi bloqués, ne pouvaient pas voyager et surtout avaient l'incapacité de visiter sur place, etc. Donc, il y avait une vraie valeur ajoutée. Je comprends. Et donc là, c'était il y a 3 ans ? C'est ça, c'était au printemps 2020. Donc ça fait même... Plus de 3 ans. Ouais. Plus de 3 ans, ok. Et ça, c'était comment la croissance ? Ça a été ok au début, c'était juste ton réseau. C'est quand ça a commencé à bien croître ? Parce que maintenant, tu as 20 personnes ? Ouais, une vingtaine de personnes. Tout s'est fait de manière organique. Okay. C'est-à-dire que la croissance s'est faite, vous voyez, Family and Friends, referral, un peu de pub après, mais je pense que le premier Google Ads, j'ai dû le faire 18 ou 20 mois après la création de la société. Okay. Donc c'était vraiment une croissance organique. Et tout de suite, très vite, tu as eu des salariés en France ou pas spécialement ? Ouais, au bout du 9e mois, je dirais. Okay. On a recruté Barbara. À Mulhouse donc, qui est d'ailleurs toujours avec nous. Voilà, donc après ça s'est fait, Abdel nous a rejoint en août 2021, donc un peu plus d'1 an après la création. Ah ouais, mais après, c'était hier, tout ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, t'as grossi assez vite en soi. Pour ce genre de business, en général, ça met super longtemps avant de grossir. Enfin, il y en a plein qui font ton activité qui sont encore tout seuls, quoi. Oui. Bah, en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est un peu ça qui nous a séparés avec Alex. C'est-à-dire que lui avait plus voulait, et sans reproche, il voulait garder ça petit. C'est vrai que j'avais un petit peu plus d'ambition pour la société. Et tu l'as toujours ? Ça veut dire que là, t'es 20, tu veux être 100 ou pas spécialement ? Non, j'ai pas d'objectif. Ok. C'est-à-dire que pour moi, on recrute une personne si on a besoin, si on a assez de business. Donc, je vais pas mettre une pression par rapport à ça. Bien sûr, on a mesuré le succès par rapport au nombre d'employés, c'est pas très malin, mais je veux dire, tu veux continuer à le faire grossir indéfiniment ou qu'est-ce que tu as en tête ? Tu veux faire ça pendant 10 ans Oui, ça, je me projette longtemps. Et de toute façon, il y aura toujours un besoin sur l'immobilier. Il y aura toujours des expatriés. Il y a 3 millions d'expatriés. À Dubaï, on m'a dit qu'il y avait 35 000 Français. On en attend 50 000 pour la fin 2024 ou 2025. Bref. Il y en a même plus que ça parce que ça, c'est ceux qui sont enregistrés. Voilà, exactement. Donc on est sur un marché porteur. On a pris une verticale qui est uniquement des marchés des expatriés. Et on s'est posé la question à une époque, mais on est très content de cette verticale. Okay. Et non, la croissance organique, là, il y a un marché qu'on n'a pas du tout adressé, c'est les États-Unis. C'est ce que j'allais te demander parce qu'il y a énormément de Français là-bas. Il y a 500 000 Français aux États-Unis. C'est énorme. Ouais. Ah ouais. Donc c'est énorme. Donc c'est plus de 10%. Donc ils ont des revenus qui leur permettraient d'emprunter en France pas trop difficilement, quoi. Oui, alors la difficulté pour le résident US, c'est la relation qu'il a avec la banque française parce que le gouvernement américain demande
demande à la banque française plein de documents qui veulent pas forcément faire. Donc il y a pas toutes les banques qui prêtent. C'est encore plus compliqué pour un résident. Et pourquoi ils demandent des documents dans ce sens-là? Pourquoi ils demandent? Parce que c'est le droit extraterritorial américain. Ils font leur vie partout dans le monde. De toute façon, voilà. Donc, pour ça et pour quand tu as un visa chez eux, ils veulent tout savoir sur toi. Ok. Ah oui, parce que ça peut être des entrepreneurs aussi. Ouais, ça peut être, oui, ou même un salarié français qui vit aux États-Unis, il a un visa américain. Ouais. Donc, les États-Unis, notamment pour les histoires de taxes, demandent tous les papiers. Et c'est quoi le rapport entre salariés et entrepreneurs dans tes clients? C'est 20% entrepreneurs, 80% salariés ou... Ouais, c'est 90% salariés, je dirais. Ok, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile pour eux de lever de la dette. Okay. Et les entrepreneurs, c'est uniquement les entrepreneurs qui ont déjà soit revendu leur boîte ou qui sont bien établis depuis plusieurs années. Moi, par exemple, je peux plus emprunter à la banque. Tant qu'on n'a pas 3 ans de bilan en France, c'est compliqué d'emprunter. Et c'est comme à Dubaï, d'ailleurs, si je veux acheter de l'immobilier à Dubaï, c'est quasiment impossible. Il y a juste un truc que je suis en train de regarder, c'est si tu as un bien cash à Dubaï et que tu habites dedans, apparemment, tu peux lever 75% de la valeur de ce bien-là. Oui, tu l'hypothèques. Ouais. Théorie. Enfin, à Dubaï, je connais mal le marché, mais ça ne m'étonnerait pas que tu puisses faire ça. Ouais, en tout cas... J'ai vu ce que c'est possible, mais en France, théoriquement, c'est possible aussi. En général, ils dévaluent le bien de 30% et tu peux hypothéquer sur 70%. Si t'es expat non résident, c'est 50%, je pense, de la valeur. Ouais. Et si t'es local, c'est 80%. Et si t'es expat, c'est 75-70%. Ouais. Surtout sur un marché assez volatile, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, ouais. Et pourquoi tu fais ça au final? Pourquoi? Est-ce que c'est ta passion? Parce que au fond, tu avais toujours voulu être entrepreneur. Enfin, pourquoi tu fais ça? C'est philosophique. Non, pourquoi je fais ça? Moi, j'aime bien créer des projets, j'aime bien bâtir, j'aime bien créer une équipe autour de moi. Je crois beaucoup à la chance. Ah ouais? Donc, je pense qu'il y a une énorme part de chance d'avoir rencontré les bonnes personnes. Tu vois, j'ai fait quelque chose dans l'immobilier, mais je suis persuadé que ça aurait pu être autre chose. Et je suis persuadé que le prochain projet, dans 5, 10, 15 ans, peu importe, ça ne sera pas forcément du tout dans l'immobilier. Donc, je crois énormément aux rencontres, etc. Donc, ouais, je crois énormément. Enfin, voilà. Donc, alors, peut-être que c'est pas bien de dire que c'est pas ma passion, mais... Moi, c'est pas ma passion, créer voilà, c'est ça. C'est plus qu'alimentaire aussi. Hein. Je suis ravi, je me lève tous les matins très content de le faire. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est plus le projet qui m'intéresse. Ok. Et c'est... Quand j'ai des employés qui me disent qu'ils sont fiers de raconter ce qu'ils font pendant leurs vacances, enfin qui sont fiers pendant leurs vacances de raconter ce qu'ils font toute l'année. Ça, c'est pas mal, ouais. Au final, c'est ce qui est le plus gratifiant. Ouais, c'est vrai. Que tu fasses de l'immobilier ou autre chose, tu t'en fiches. Ouais, quand j'ai un employé il y a pas très longtemps qui m'a envoyé un message quand il a acheté sa première voiture en me disant merci. Mais j'ai déjà raconté la dernière fois, mais c'est pas merci, c'est merci à toi en fait. Ouais. C'est toi qui travailles. Mais ouais, ce genre de truc là, c'est vrai que c'est pas mal, c'est gratifiant. Et moi aussi, pareil, là je fais ça, mais j'aurais pu vers les opportunités faire autre chose et je pense que ça aurait été exactement le même résultat, quoi. Ouais, voilà. C'est le projet qui anime plus que l'immobilier ou plus que... Exactement. Et il y a quelque chose que je veux te demander sur ton parcours avant. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur parce que potentiellement tes parents le sont ou pas? Enfin, qu'est-ce que... Alors oui, c'est vrai que mon père était mon père est entrepreneur. Il a monté plusieurs sociétés, notamment quand j'étais jeune. Après, savoir, je sais pas, je pense qu'encore une fois... C'est difficile. Non, mais oui, j'ai été un petit peu dans un moule. Enfin, tu vois, chez Sanofi, quand je suis arrivé à Singapour, j'étais le premier veilleux de la boîte à démissionner, quoi. Ah ouais. Donc, ils n'ont jamais vu ça. Et c'est vrai que j'avais besoin de plus de liberté. Je n'étais pas forcément confortable dans le corporate. J'ai rejoint une petite structure. Et surtout ça m'a permis de gérer la petite et au final tu es resté combien de temps dans le corporate? Tu disais 5 ans? 3 plus 2 ans, on va dire 5 ans en tout, ouais, c'est ça. Ok, et là c'est littéralement impossible pour toi d'y retourner un jour? C'est pas impossible, mais très content de l'avoir fait, très content d'avoir appris, et tu vois, je suis très content de l'avoir fait. T'apprends beaucoup mine de rien dans ces boîtes. Elles sont très bien structurées. Enfin, tu vois, Sanofi, quand j'y étais, je sais pas maintenant, mais c'était 120 000 personnes. T'imagines le paquebot, quoi. Et je suis totalement également admirateur des gens qui arrivent à faire carrière dans le corporate, parce que c'est quelque chose que j'étais incapable de faire. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Mais c'est pas plus politique qu'autre chose? Enfin, je suis pas certain, avoir des skills, mais... Ceux qui vraiment réussissent, ils sont trop forts, quoi. Ouais, c'est plus que de la politique.
Parce que si tu fais que de la politique, à un moment donné, dans ce genre de boîte, si tu te délivres pas. Ah ouais? Ouais, non, c'est à certains niveaux. C'est plus de 100 000 en salariés, mais dans le monde. Ouais, dans le monde. Mais à gérer, ça doit être quelque chose, quoi. Bah, quand tu penses, c'est un peu magique. Ouais. Enfin, Et comment ils font pour, tu sais, toujours avoir autant de volume? C'est quoi leur type de contrat? Enfin, en fait, il y a plein de questions qui sont super intéressantes. C'est ça. Tout le process qui est organisé derrière. Ils ont du récurrent, comment ils se font? Voilà. Les gens sont engagés ou pas? Enfin, c'est incroyable. Le plan de stratégie, les investissements. T'imagines les niveaux de risque, toi, quand t'as 120 000 employés, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Donc, content de l'avoir fait. Ok, très bien. Et parce que moi, j'ai travaillé aussi pendant combien de temps? 2 ans salarié, c'était très intéressant aussi. Je pense que je pourrais plus jamais le faire, mais c'était super intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Et t'avais fait des études avant ça? Ouais, j'ai fait. On m'a poussé dans le bon sens du terme. Hein. Je remercie mes parents de m'avoir poussé à faire des études. J'étais pas forcément très assidu à l'école. C'est vrai. Je crois qu'on est un peu pareil là-dessus, sauf que j'ai poussé jusqu'à un master. D'abord, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait du réseau et télécom, et ensuite j'ai fait un peu d'informatique, et au final j'ai eu un master en business school. Ok. Donc voilà, sur une double compétence, on va dire digital, marketing, ce qui m'a permis ensuite de rejoindre les... Mais très content pareil de l'avoir fait parce que ça m'a permis de... Tout va bien dans ta vie, tout le parcours glisse bien, ça va. Et après, dans la suite du parcours, je repars sur un sujet complètement différent, mais que je sais qui est super important pour toi et qui m'intéresse aussi, c'est la famille. Le fait que tu aies eu tes enfants, tu les as eus quand? Il y a 4 ans et 2 ans et demi. Ça veut dire que juste après le début de ton entreprise... Alors, oui, c'est vrai. C'était peut-être pas le meilleur truc à faire. Mais alors là, pour juger... De toute façon, quand ils sont là, ils sont là. Exactement. L'année 2000, quand on est venu ici, la première année était assez compliquée. Le déménagement, les enfants qui sont encore très très jeunes, la séparation avec Alexandre en plus. Donc c'était très compliqué. Mais écoute, non... tout va bien, je sais pas, oui, je me plains pas, je suis content, mais... Et c'est quoi l'impact de ça, par exemple, d'avoir des enfants? T'as des filles que je pense? Ouais, 2 filles. Ça a vraiment changé ta vie? Ça a changé ton impact, ton rapport au risque? Qu'est-ce que ça a changé au niveau business? Ouais, rapport au risque, oui. Alors, que ce soit business, mais aussi dans la vie, tu vois, j'ai fait un karting il y a 3 mois, je me suis pris un gros pet, Tu vas plus y retourner, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais gaffe à ce que tu fais. Tu vois, j'aime bien la montagne. Je prends plus les mêmes risques qu'il y a 10 ans. Je comprends. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, après, c'est sur le plan éducatif, où c'est un vrai challenge. En fait, on t'apprend pas à être parent. Ouais. Donc, tu es un peu livré à toi-même. Nous, en plus, on n'avait aucun référent éducatif à Singapour parce qu'on était en plein Covid. On pouvait voir personne. Donc pour Alice l'aînée, on a rattrapé, mais on n'avait pas de référent en fait. Donc tu te rends compte que c'est un peu un référent, par exemple? Ça peut être des amis de la famille qui, quand tu les vois éduquer leurs enfants, ça te donne des idées en fait. Ok. Des référents proches de toi, ou parfois quand t'es parent, tu vois d'autres parents, tu vois les enfants, tu dis ok, moi j'aimerais que ce soit différent. Okay, eux, j'aime bien la manière dont ils éduquent leurs enfants, etc. Donc voilà, ça a changé ça. Et puis après, ça change aussi l'aspect sur le couple, beaucoup plus que le mariage. Donc j'ai hâte d'aller dans tout ça. Ouais. Donc c'est encore une dimension qui est totalement différente et intéressante. Non pas sans challenge, mais c'est... J'imagine. Parce que là, par exemple, si j'ajoutais des enfants dans ma vie actuelle, mais ça serait le bordel, quoi. Enfin, ça serait ingérable, en fait. Ouais, tu comprends maintenant pourquoi je me lève à 6h. C'est qu'en fait, dans tous les cas, je suis levé à 6h. Ah, t'as pas besoin de réveil, c'est... ouais, presque. C'est automatique. Je me lève un peu avant eux, mais j'aurais pas eu beaucoup de répit derrière. Je comprends. Il y a aussi une autre chose qui est très importante pour toi, de ce que je comprends, c'est la partie sport. Moi, je le dis tout le temps, mais le sport, quand j'étais plus petit, ça a eu un impact énorme sur qui je suis maintenant, comment j'agis. Est-ce que toi aussi c'est le cas? Est-ce que tu t'es mis au sport plus tard? Qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, rapidement, je me suis mis au sport assez tôt. En 5e, déjà, je faisais de l'athlétisme et tout. Je testais pas mal d'activités. Et même du basket avant ça. Et ouais, depuis ma vie, en fait, depuis que je suis étudiant, j'ai bien repris le sport. Et
selon les vagues, mais ça fait quand même 3-4 ans que je suis très assidu sur le sport. Tout commence par là, en fait. La journée commence par là ou peut terminer par là, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le sport va déterminer l'alimentation derrière, l'humeur que tu auras. Ça détermine énormément de choses. L'activité physique. Et t'es pas obligé d'être ultra bon, etc. C'est juste l'activité physique, aller marcher, etc. J'ai pris une balle perdue sur l'alimentation, je pense. Ouais, mais moi, je suis très gourmand aussi. Aussi. Ok, j'ai compris. Et justement, ça me permet de... Moi, j'aime bien dire que je fais du sport pour pouvoir bien manger. Moi aussi. Mais c'est important. Et moi aussi, sur la discipline, ça m'a énormément... Enfin, avant, j'étais plus fort en discipline, plus assidu en discipline, je sais pas comment on peut dire ça, grâce au sport. Maintenant, je le suis moins parce que je suis aussi moins assidu dans le sport, enfin moins extrême dans le sport. Et justement, par exemple, ta journée type, c'est quoi? Est-ce que je sais pas moi, tu travailles 10 heures par jour, 8 heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures par jour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du sport tous les jours? Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir genre la journée type, parce que ça change, enfin selon les personnes, ça change vraiment énormément. Il y en a, tu sais, qui sont vraiment réglés à la seconde, qui sont super disciplinés, et leur journée du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, c'est exactement la même. Et il y en a d'autres... beaucoup moins, enfin c'est plus il laisse plus la place à la découverte, ou je sais pas, il se laisse plus porter quoi. Est-ce que c'est ton cas? Alors je me laisse plus porter en général, mais après il y a une discipline sur le sport, il y a une discipline aussi sur le temps avec les enfants. Ah ouais? Ouais, notamment tu vois à l'heure du repas vers 18h. Ça c'est non négociable, tu dois le faire quoi qu'il arrive quoi. Ouais. Ouais. C'est le meilleur moment c'est de la non journée. Négociable. Alors c'est pas force. Je sais pas s'il y a des meilleurs moments, c'est des bons moments, il y en a d'autres qui sont très bons aussi, ils sont tous différents. Tu vois, c'est comme ceux qui te disent que la naissance d'un enfant c'est le plus beau jour de ta vie. Moi, enfin, au final il parle pas à ce moment-là, il fait rien quoi. C'est ça, et puis si le plus beau jour de ta vie c'est ton mariage ou ton gosse, comment tu peux vivre le reste quoi. Donc, parce qu'il y a l'après dans c'est ça. Donc, super, c'est né, c'était le meilleur jour, et puis maintenant, on va pas passer les meilleurs jours. Non, il faut se dire que le meilleur jour, c'est toujours demain. Et donc, non, dans la discipline, c'est le sport, c'est le travail. Après, je suis pas un gros bosseur. J'ai jamais réussi à me concentrer plus de 45 minutes, par exemple. Donc, je suis pas l'entrepreneur que que certains peuvent imaginer, ou qui bossent 12 heures par jour et tout. Non, j'ai pas du tout cette capacité. Je prétends pas l'avoir. Je prétends pas qu'il faille l'avoir pour être entrepreneur. C'est beaucoup de bon sens. Et non, mais je travaille. J'aime bien être posé assez rapidement devant ma table de travail. Et en fait, je fais beaucoup de pauses. Ok. Pour m'aérer l'esprit, ou je téléphone beaucoup en marchant, ce genre de choses. Un truc qui est important, je pense, qui nous rejoint dans notre manière de travailler, mais surtout sur la partie commerciale, c'est qu'on vend jamais. Tu peux nous parler de ça, de comment tu attires tes clients, parce qu'au final, tu as fait un peu de hâte, tu n'as pas de commerciaux, de ce que je sais. Si, maintenant il y a Antoine, okay. Mais en fait, c'est pas un commercial, on l'appelle conseiller, on devrait pas, mais c'est plus une personne qui est là pour accompagner les projets. Ok. Si tu veux, je peux pas te forcer à investir 300 000 euros. Ouais. Et si on... tu peux être super pushy commercial pour vendre un truc à 10 balles, mais... il y en a qui sont super pushy pour acheter des apparts. Hein. Et moi, je t'en ai parlé, je pense, mais ça me repousse. Oui. Enfin, vraiment, dès que je sens que... J'en ai parlé aussi la dernière fois, mais dès que je sens qu'ils te poussent, je me dis, ok, pourquoi ils font ça? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont besoin de te pousser? Parce qu'ils vendent pas assez. Pourquoi ils vendent pas assez? Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas aussi bons qu'ils le disent. Et du coup, ok, tu te poses des questions et il y a du doute. Et du doute dans n'importe quel tunnel de vente, ça fait baisser les conversions. Donc, bien sûr. Alors après, il y a un seul moment où on est capable de pousser. C'est que parfois, tu as notamment pour investir 300 000 euros, tu as des gens qui n'ont jamais fait ça ou qui n'ont jamais fait si gros, et ils ont besoin de la petite touchette dans le dos pour faire le pas. Parce que sinon, c'est toujours on en reparle. Non, ils ont toujours plein de questions sur le bien, etc. Ils savent que ça leur correspond, mais à un moment donné, après, faut y aller au flair. Hein, et ils sont contents. Hein. Là, ils sont contents qu'on les pousse. Parce que, ok, merci, c'était la bonne décision, etc. À ce moment-là, tu es très avancé dans le process process de vente en soi, enfin ton process de vente et leur process d'achat. Mais il y en a, c'est dès les premiers contacts, avant que tu aies dit vraiment que tu étais intéressé ou pas, boum, ça pousse et moi je peux pas quoi. Ouais, en fait, les premiers clients étaient des amis. Donc déjà, le mindset de la boîte, ça a toujours été de présenter des biens qu'on pourrait nous-mêmes acheter. Ok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'une fois que tu as bossé déjà avec quelques amis, t'as pas envie de faire que ça. Donc en fait,
tu vas trouver d'autres clients. Je connais pas tes amis, mais de manière peut-être qu'à un moment, organique. ça va être un peu juste pour payer par employé. C'est ça. Mais surtout, c'est que dans l'état d'esprit, tu restes sur quelque chose qui est très organique. Et encore une fois, tu peux pas être pushy. C'est une histoire de timing. De toute façon, les achats ou reventes dans l'immobilier, c'est souvent des changements de vie, des projets de vie, etc. Donc, tu peux pas forcer le projet de vie. Il y en a plein. Ils disent, recontactez-moi dans un an. Okay. Et aussi, c'est pas le moment pour que tu aies les fonds ou le financement ou autre, ça peut pas. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, au-delà d'un projet de vie, c'est surtout un projet de couple, souvent. Ah oui, mais toi, tu t'es vraiment mis dans la difficulté. Ouais, alors, pour se faciliter la tâche, on fait pas de résidence secondaire ou résidence principale. Parce que là, pour le coup, c'est encore pire. Là, on est capable de décider sur un tableur Excel. Ah, c'est ça. Il y en a qui ont envie de voir l'appart et tout. Parce que moi, ça arrive, je dirais 10-15%. Le premier que j'ai acheté, je l'ai jamais vu ici, du coup, maintenant je l'ai vu. Mais quand je l'ai acheté, je l'avais jamais vu. Ouais. Les expatriés arrivent à se projeter. Ok. 85% en général, ils visitent pas ou ils font pas visiter par des amis. Ok. Et ça se passe très bien. Ok. Donc mais voilà, à nous aussi de bien les projeter avec un business plan, avec des photos, des vidéos. Voilà. Et comment tu pourrais continuer à accroître juste en ayant de plus en plus de recommandations? Tu penses que c'est l'effet boule de neige, en ayant plus de clients satisfaits, tu auras plus de recommandations, plus de clients satisfaits qui vont continuer à investir et ça va grandir organiquement? Et non, c'est pas si simple. C'est vrai? Parce qu'en fait, raté parce qu'on est sur un marché où l'offre sur ce marché est très importante à considérer. C'est-à-dire qu'on reste, notamment en France, sur un marché de l'immobilier très concentré. Okay. Tu prends une ville comme Lyon, par exemple, tu as beaucoup de très grands propriétaires, donc le marché est très peu liquide, par exemple. Okay. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas à Lyon. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a commencé, on avait beaucoup de clients et pas beaucoup de bonnes affaires sur le marché. Ah, c'est un challenge aussi, ce côté-là? Ouais, en fait, nous, on est un peu comme les chasseurs de tête. On vend deux fois. D'abord, on trouve le client, et ensuite, il faut trouver le bien. Ok. Et tu fais dans ce sens-là? Ouais. Ok. Ouais, jamais dans l'autre. Ok. Ça nous arrive dans l'autre quand on a une bonne affaire, mais on n'a pas de client en face. De le proposer à quelques personnes. C'est ça, de proposer donc en fait, au final, donc voilà, on vend deux fois et j'ai oublié ta question, mais c'est pas grave. J'ai oublié ma question. Non, oui, que la croissance, du coup, c'est très organique. Et je peux pas. Donc le but, oui, c'est de continuer alors beaucoup de bouche à oreille, ça c'est certain, beaucoup de référals. On est sur on est partenaire aussi avec certains sites de confiance dans l'investissement, etc., mais de manière très transparente. C'est quoi les sites, si tu peux en parler? Imoneos, avec lesquels Imoneos, c'est un groupe Facebook qui s'est monté à peu près quand nous on a monté. Alors, tu as le facteur chance et qui est non négligeable. C'est que c'est des personnes à Singapour qui ont monté un groupe Facebook basé sur l'immobilier pour les expats, mais en mode juste créer une communauté en fait. Ok, et c'est pile ta cible? C'est pile ma cible et surtout, et en fait, et inversement, c'est-à-dire qu'eux recherchaient aussi des professionnels de petite taille qui vont vraiment accompagner les personnes qui nous envoient, etc. Rien à foutre. Exactement. Donc voilà, là encore un facteur de chance. Ouais, je te disais justement, en parlant de chance, que je faisais la tête en mode j'y crois pas de la chance, mais c'est l'opportunité que j'ai trouvée pour aller en Suisse, c'était j'ai répondu à un commentaire d'une publication Facebook d'un gars qui disait qu'il proposait ses services de site. Et donc, j'en sais rien, moi. Je dépendais de... Je sais pas, il était en train de faire quelque chose, il a retourné son tel, il a pas vu la notif, tu vois. Ma vie, elle a dépendu de ça. Donc, en fait, si on dépend... Je sais pas si alors, la chance, ça se crée. T'as envoyé la notif, tout ça, sûr. La chance... Et si c'était pas ça, j'en aurais trouvé un autre, mais... Mais... Il n'y a pas que de la chance... Ouais, si t'attends chez toi comme ça... Aide-toi, le ciel t'aidera, on dit. Exactement. Donc, d'abord, si t'attends en France chez toi comme ça, il va pas se passer grand-chose. Mais c'est sûr, si tu vas tous les jours dans plein d'endroits à Dubaï et que tu parles à littéralement toutes les personnes dans la pièce, là, il y aura peut-être un peu plus de chance qu'il va te tomber dessus. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est plus... chance, je sais pas si c'est le mot, mais c'est une question de probabilité, peut-être. J'en ai aucune idée. Je sais pas, mais tu vois, on fait tous les deux quelques événements sur Dubaï. Parfois, j'ai pas envie d'y aller. Mais en fait, je ressors toujours content parce que j'ai toujours rencontré une nouvelle personne et ça me pousse à aller au suivant. Mais tu vois, voilà, il faut la créer, cette chance. Ceux du matin comme ça serait... Enfin, pour toi, du coup, t'es levé depuis très longtemps. Et moi, les événements à 8h, 9h, là, oh là là, je remets ma vie en question sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? Est-ce que c'est vraiment plus que si nécessaire? Et en fait, celui d'hier à 8h, je sais pas combien, j'ai rencontré 2-3 personnes qui sont très très intéressantes, quoi. Et qui vont me connecter avec d'autres. Et
On sait pas où ça va aller en fait. Ça se trouve, ça va changer ma vie d'être. Moi, je pense vraiment ça. Probablement pas, mais peut-être que ça va changer ma vie d'y être allé hier matin, quoi. Ouais, en vrai, c'est possible. Oui, changer ta vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, faire évoluer ta vie dans le sens dans lequel tu souhaites. J'y vais, je trouve un financement. Et après, on a une question, on peut pas trop, je pense dire vraiment, mais on a une question de trouver un financement pour l'IMO, que je continue l'IMO en France. Il y a des pistes qui sont en train d'être explorées. Mais voilà. Et ok, en ce moment, c'est pas. Mais un truc, si on peut être plus technique sur ton activité, c'est. Il y en a qui disent maintenant, vu que les taux sont super hauts, ça vaut plus le coup d'acheter ou quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je connais un peu ta réponse. Ça veut dire lever de la dette, quoi qu'il arrive, quelle que soit la condition. C'est ça. Voilà. Non, mais en fait, quand tu prends sur une échelle à 40 ans, les taux sont historiquement toujours très bas. Alors certes, ils ont triplé en fait, ce qui est très impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils sont remontés. Mais je pense que c'est une bonne chose pour l'économie. Mes parents ont emprunté à 15% dans les années 80. Donc tu vois, on est quand même très loin de ce genre de taux. 15%, ça veut dire que sur 10 ans, tu payes 1,5 fois ton bien. Enfin, 2,5 fois. Tu payes ton bien plus 1,5 fois en intérêt. Mais à l'époque, tu avais une inflation de 20%. Donc ton bien aussi, il a suivi. Donc en fait, il fallait le faire quand même. Et là, aujourd'hui, on est exactement dans le même type de situation, à échelle plus réduite, où en fait, seuls ceux qui s'endettent arrivent à battre l'inflation. Il n'y a pas d'autre moyen. Et surtout en France, tu as taux fixe. Donc même si tu empruntes à 4, 4,5, demain les taux baissent, tu peux renégocier, et surtout ils ne vont jamais monter. Donc contrairement au monde anglo-saxon, même comme ici à Dubaï, où là tu peux vraiment créer un effet de ciseau. Et c'est pour ça aussi que le marché de l'immobilier en France reste très stable. Et à quel point ils sont flexibles sur la renégociation des taux? Par exemple, demain, du coup, je sais pas moi, dans 5 ans, on repart comme il y a 2-3 ans à 1. Et là, tu es à 4, ils vont faire quoi? Ils te rachètent ton taux en fait avec 1%. Mais ils te rachètent ton prêt. En fait, leur intérêt, c'est toujours de lever de la dette sur les marchés, etc., et de faire tourner une banque, quoi. La banque, pour vivre, elle a besoin de prêter. Donc en fait, elle va rembourser directement ton prêt, et toi te faire emprunter à 1% en face. Donc c'est comme ça qu'ils rachètent en fait ton taux. Ils rachètent ton prêt et ils te créent un prêt pour. Ok, j'ai compris. Voilà. Ok. Et donc eux, ils ont intérêt de du coup, il y a le niveau de risque qui est quand même pas très élevé, quoi. En France, il est très faible. Et c'est pour ça que l'immobilier reste très stable. Il y a un problème d'offre, et en plus, sur les prêts, le système financier. Il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande? Toujours pas, non. Ah ouais? Mais sur il faut 500 000 logements par an en France de construction. Dans le sens vraiment plus large, pas que le sens investissement immobilier. Ouais, je te parle vraiment pour le parc. Parc de logement en France. Et ils font quoi là pour que ça change? Il y a des grands plans de construction, il y a des trucs comme ça ou non? Non, c'est pas Dubaï. Il n'y a pas France 2040. Ouais. Alors, on va vous dire quelque chose de très sérieux. Je vais être président là, vous allez voir, ça va avancer, tu vas voir. Je vais faire en vrai, pourquoi pas? Ça serait bien de faire un truc. Mais si, il y a France 2030, non? Ouais. Bon. Je préfère pas savoir ce qu'il y a dedans. Non, si, tu peux très bien compter sur... Doubler les producteurs de miel locaux. Mais, bref, je sais pas si tu vas aller sur ce sujet, mais en France, pour construire un bâtiment, c'est 20 ans. Entre les changements politiques, les contestations, je suis pas là pour juger si c'est bien ou pas, mais c'est 20 ans. Parce que ça a des points positifs, beaucoup de points négatifs, mais ça a des points positifs. Oui. Donc voilà, donc la construction prend beaucoup de temps. C'est aussi pour ça. C'est pas que le fait de le décider, c'est une chose, mais le fait que ça soit appliqué, parce qu'ici, quand c'est décidé, c'est appliqué. Là, je te parle de cas extrême, construire un centre commercial. C'est 20 ans. Après, bien sûr, un logement d'habitation sera plutôt 5 ans, mais ça reste très long. Voilà. Et il y a une demande, il manque 500 000 logements, tu disais? Non, il faudrait 500 000 logements en France par an, en neuf, pour pouvoir suivre la courbe démographique. Parce qu'il y a globalement 500 000 personnes de plus. C'est ça. Okay. Et en France, on est dans une époque où il y a par exemple plus de divorces ou plus de personnes qui se séparent. Donc avant, il y avait un appartement, maintenant il en faut 2. Donc tu as plein de facteurs démographiques. Mais c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, ça joue énormément. Les divorces entre avant et maintenant, il faut plus de logements, quoi. Ah ouais, donc investissez dans l'immobilier, quoi, c'est ça. Ça, les enfants qui partent parfois plus jeunes, du foyer, ou je sais rien. Et attends, je sais ce que je voulais te dire. J'ai aucune idée de ce que je voulais te dire. Ça va revenir. Et après, nous, on a une mission de rénovation énergétique.
parce que pour le coup, là, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on a 2 missions principales qui sont une mission sociale et une mission environnementale. Mission sociale parce qu'on réhabilite des logements qui sont souvent délabrés et qui sont souvent inoccupés. On les rénove entièrement et on met des locataires dedans. Donc là, on crée des logements sur de l'ancien. Et en plus, au passage, on isole les logements. Donc voilà. Et en plus, tu crées de l'emploi. Oui. C'est ce qui est aussi un impact super positif, quoi. Ouais, c'est clair. Et en échange, tu es remercié par l'URSSAF. Merci beaucoup. Ça fait partie du jeu. Je sais ce que c'est. Ah, t'es gentil aujourd'hui. On est filmé. Non, je rigole. Je sais ma question. Non, mais en vrai, je suis très content d'employer en France. Je sais pas si je le referai, mais je suis. Non, moi, je veux dire, j'incriminais pas forcément les employés eux-mêmes. Il y a pas de... Non, mais enfin, de créer de l'emploi en France, je suis très content de le faire. Ma question, c'était ok, est-ce que tu as la partie un peu éducative à faire sur un peu comme tu faisais maintenant, en expliquant les avantages d'investir en France, tu dois le faire sur tes prospects où ils viennent en étant globalement déjà prêts, en disant ok, il faut investir. Non, il y a une partie éducative qui est non négligeable, c'est certain. Okay. Notamment sur la question que tu m'as posée, par exemple. Ou, sur le crédit, sur le crédit, également sur la rénovation énergétique, les nouvelles réglementations en France. On a une partie éducative, mais là encore, pas trop pushy. C'est-à-dire qu'on répond plus aux questions que tu vas leur expliquer. Exactement. Moi, je vais t'expliquer l'immobilier, quoi. Ouais, exactement. Et je vais jamais te dire que c'est le meilleur placement. Je vais jamais te dire qu'acheter un immeuble à Mulhouse ou un appartement à Paris, c'est le meilleur placement que tu puisses faire. Parce que c'est pas vrai ou parce que tu veux pas leur vendre du rêve? Parce que chacun a son projet et que... Oui, la vérité de l'un est pas... Pardon? Je veux dire, la vérité? Enfin, oui, la vérité de l'un et pas la vérité de l'autre, ça se dit, ça? Oui, tu veux dire que le projet de l'un, c'est pas forcément le projet de l'autre. Ouais, non, mais ce qui est parfait pour l'un, ça va pas être forcément être parfait pour l'autre. Pour moi, le seul avantage de l'immobilier, il y en a qu'un seul, c'est lever de la dette. Donc si tu as payé cash, faut pas faire ça. Ouais. Désolé pour les clients qui me regardent et qui ont acheté cash. Enfin, sauf si tu achètes cash et que tu hypothèques derrière pour acheter quelque chose. Derrière, ça peut se tenir. Sur une échelle de... On parle d'échelle longue, 30 ans. L'immobilier, c'est ça. T'as quoi en face? Par exemple, t'as la bourse. Tu mets sur une échelle de 30 ans ce même cash, si tu mets 100 000 euros, 100 000 euros dans l'IMO ou 100 000 euros en bourse, la bourse sera plus rentable, plus liquide, en un clic, surtout si tu es sur des actions ou des groupes d'ETF liquides. Et surtout, t'as pas d'humain à gérer. Et en plus, tu gères encore mieux tes intérêts composés que dans l'immobilier. Ouais. Mais tu peux difficilement lever de la dette. Pour investir en bourse, quoi. Enfin, si ça existe d'ailleurs, mais c'est pas commun, quoi. Personne ne peut faire ça. De quoi? Investir en bourse? Non, lever de la dette pour investir en bourse. C'est ça, c'est pas commun. C'est les hedge funds, c'est les professionnels. Alors qu'en tant que particulier, pour le coup, l'immobilier te permet vraiment de lever de la dette. Et notamment sur des projets qui sont totalement autofinancés. T'empruntes 100 à la banque, le locataire sur 20 ans va rembourser ses 100. À la fin, t'auras mis un petit peu d'apport, mais t'auras créé du capital sans rien faire. Moi, j'avais pu investir sans apport du tout sur mon premier... Ouais, c'était la belle époque. dans ma jeunesse. C'était la belle époque. Ouais. Mais maintenant, il faut de l'apport. Ouais, il faut 30-40% pour un expatrié. Ah, ok, c'est énorme. Ouais, mais ici, c'est 50. En fait, tout est relatif. Quand t'es expatrié. Ça nous paraît... oui, ouais. Non, même maintenant, ça a bien monté. En fait, tout est relatif. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours historiquement eu des très bonnes conditions d'emprunt. Ouais, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais même pendant que c'était du coup la grande époque, tu disais quand on était en France, j'habitais en Suisse. Ouais. Et là-bas, même quand les taux étaient bas, tu devais mettre minimum 20%. Ouais, c'est ça. Et 20% quand tu achètes en Suisse, et pareil au UK, etc. Sont éliminés, quoi. C'est ça. Parce que c'est énorme. Pareil au UK, c'était pareil. Et en fait, en France, on est très bien lotis. Et comme beaucoup, on râle quand les conditions sont plus les mêmes. Mais on est globalement très très bien lotis sur les conditions bancaires. Et si on regarde les 50 dernières années, c'est cyclique, c'est-à-dire que ça va revenir ou ça peut rester à 4 Non, mais les taux n'ont jamais été à 1%. Donc en fait, on était plus sur une anomalie historique. Que sur la normalité. Là, ça y est, on est dans un taux normal, c'est entre 4 et 6% dans l'immobilier. Donc là, on est retombé dans la normalité. Moi, le taux à 1%, je suis pas certain de le revoir dans ma vie. Ah ouais? Non. Ah bah ça veut dire que moi non plus.
un peu plus, t'as plus d'espérance de vie que moi, mais. Oh, ça va, j'ai pas 12 ans et t'en as pas 5 ans, donc ça va. Ok, trop bien. Non, je suis vraiment pas sûr qu'on retrouve ces conditions. Okay. En tout cas, il faut pas compter dessus pour attendre. Ouais, tu vois, j'ai des personnes qui me demandent moi j'attends que les taux rebaissent. Ouais, bah okay. En fait, tu peux potentiellement attendre. C'est ça, et pendant ce temps, tu lèves pas de dette. Ouais, et tu perds du temps. C'est ça, tu perds du temps et le capital temps, c'est plus important. Ouais, bien sûr. Capital temps, c'est le seul que tu peux pas racheter. Exactement. C'est la seule devise qui s'envole et c'est beau ce que tu dis, c'est philosophique. Non, mais moi j'ai vite compris, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai vite compris que c'était nécessaire genre d'investir dans l'IMO. C'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai été salarié en Suisse et que j'ai su que je pouvais emprunter. C'est direct que j'ai fait ça, quoi. Et en général, quand on comprend, on se dit qu'on a compris trop tard. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Bon, toi, c'était relativement jeune. C'était à 19 moi, je l'ai compris à 28 ans. C'était à 19 ans. Et je m'en voulais de ne pas l'avoir compris à 19 ans. Bah, moi, à 19 ans, par contre, je l'ai compris, mais entre 20 et maintenant, j'en ai pas racheté. Plus que là, dans pas longtemps. Et bah, là, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Mais ça va, je vais le rattraper, mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Ouais. Et c'est qui ton client? C'est pas bon, ça. Ton client le plus jeune et le plus vieux, c'est quoi ça? C'est un qui a 25 et un qui a 65? Non, 65. Non, je dirais plutôt 55, 60. Parce que même à 60, t'investis pas pour toi, c'est pour ta famille, quoi. Ouais, alors souvent, c'est des projets qui sont plus courts. T'investis sur 5, 7 ou 10 ans en général. Ah ouais. Et t'investis pour ta famille. Enfin, t'investis toujours. Et après 60 ans, tu commences à avoir des problèmes pour notamment assurer ton prêt. Mm-hmm. Et on dit que le prêt doit se terminer à tes 70 ans. C'est-à-dire que tu n'es plus d'échéance bancaire à partir de 70 ans. Ok, parce que t'as beaucoup de chances de plus être là pour voir le prêt. Mais statistiquement, Ok. Et le plus jeune, bonne question. Ouais, 25-30 ans. Ok. Et à Singapour, il y a beaucoup de... Je repars complètement sur un autre truc, mais en parlant d'âge et de jeunesse, il y a beaucoup d'entrepreneurs jeunes là-bas ou pas? Beaucoup moins qu'ici? Moins qu'ici. À Singapour, tu as plus de corporates bien établis. Ils sont beaucoup plus sélects sur le type de profil. Ok. Ça veut dire que demain, si je voulais y ouvrir une entreprise et y habiter, ça va être un peu compliqué? Faut que tu mettes, je dirais, au moins 100 000 $ US de capital. Alors que tu n'as pas forcément besoin de les mettre ici. Si tu arrives sans rien, juste... voilà. Moi, je suis arrivé sans rien, c'est très relatif, mais... Ouais, t'as quand même besoin d'un petit cachet pour payer ta licence, ce genre de choses ici. Tous les dépôts à droite à gauche. C'est pas très violent non plus. Ouais, c'est pas comparable. Oui, parce que là, je te parle juste pour créer ta société. Après, ouais, même pas pour le reste. Ouais, même pas pour le reste. Bon. Donc, ils sont... Ouais. Stricts. Plus exclusifs, ouais. Et puis, sinon, tu peux, mais il faut que tu prouves un certain doctorat ou ce genre de choses, ou une technologie que tu apportes... Ouais. Bon, on va rester à Dubaï pour l'instant. Mais ça m'intéresse d'aller voir parce que je pense que pour nos métiers, pour mes services, il y a des choses à faire aussi. Mais voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu avais... Ah oui, une dernière question que je voulais te poser. Je t'avais déjà prévenu, c'était qu'est-ce que tu veux pouvoir te dire sur ton lit de mort? Genre juste avant de mourir, qu'est-ce que tu veux pouvoir te dire ou dire aux personnes qui sont à côté de toi? Si tu veux que je t'aide avec ma réponse. Ouais, vas-y. J'avais dit au revoir, merci beaucoup. Moi, je dirais que c'est le plus beau jour de ma vie. Non, mais déjà, j'espère ne pas être sur la ligne de mort. Et c'est assez glauque, le lit de mort avec tout le monde autour de toi. Ouais, non, mais oui. C'est plus philosophique. Non, c'est plus ça rapproche un peu des questions. Si tu décèdes demain. Non, juste être proche de la famille et des amis. Je pense que de toute façon, sur toutes les études de bonheur, c'est le plus important. Ça reste le plus important. Et, enfin, amis et après aussi dans l'équipe professionnelle. J'aime pas trop parler de famille dans le contexte professionnel, mais je crois profondément à l'humain et c'est une aventure humaine qu'on vit tous ensemble. Donc il faut rester faut rester là-dessus, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi.